Le monde de l'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est en ébullition constante. On imagine souvent une poignée de développeurs de génie, mais les sources qu'on a sous les yeux, elles nous révèlent tout un continent caché, un écosystème de métiers qui fait tourner cette révolution. Aujourd'hui, on plonge là-dedans. Oui, et quand on met le nez dans ces documents, on tombe sur un monde plein de contrastes. C'est vraiment frappant. D'un côté, on a des fiches de poste pour des experts, des consultants payés à prix d'or, et de l'autre, des témoignages qui viennent de forums, de Blatter, de travailleurs de l'ombre qui parlent de micro-tâches payées une misère. Et au milieu de tout ça, des alertes très sérieuses sur des arnaques de plus en plus sophistiquées. C'est ça. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de cartographier ce paysage un peu éclaté. Qui sont vraiment les travailleurs de l'IA? Quelles sont les vraies opportunités? Du poste de cadre au petit boulot en ligne? Et surtout, comment on navigue entre les promesses et les pièges, qui sont bien réels? C'est exactement ça. On va explorer un monde à deux vitesses. Les sources dessinent une pyramide. C'est très clair. Au sommet, il y a les stratèges, les ingénieurs. Et tout en bas, il y a la base, une main-d'œuvre mondiale, souvent invisible, qui fait un travail essentiel, mais incroyablement précaire. C'est cette tension, ce grand écart permanent, qu'on va essayer de comprendre. Parfait. Alors, attaquons par le sommet de cette pyramide. Les sources mentionnent un poste qui m'a interpellé. AI Trainer, entraîneur d'IA. Ça sonne un peu comme un coach sportif pour robots, non? C'est aussi simple que ça? C'est une image amusante, mais en réalité, c'est bien plus complexe. L'AI Trainer, c'est un peu le tuteur, le professeur d'un modèle d'IA. Son rôle, c'est de le former, de l'affiner, de le superviser. Concrètement, ça veut dire quoi, AI Trainer? Ça veut dire collecter des données, les nettoyer, les annoter. Mais ça va plus loin. Il doit imaginer des scénarios pour tester les algorithmes, trouver leurs failles, identifier les biais potentiels. C'est un rôle qui demande une rigueur d'horloger et un sens analytique très poussé. J'imagine que le CV pour postuler doit être assez solide. On ne devient pas professeur de robots comme ça. Effectivement, on parle d'un profil Bac+5, souvent un diplôme d'ingénieur ou un master en informatique. Et les salaires suivent, hein. Un junior peut espérer entre 36 000 et 42 000 euros par an, à Paris, et un senior, lui, dépasse facilement les 60 000. C'est un vrai tremplin. Et ce qui est intéressant, c'est que ce besoin criant d'experts. Oui, ça doit créer une tension énorme sur le marché de la formation. Exactement. Est-ce que les universités peuvent suivre ce rythme effréné? Ou est-ce qu'on voit naître une génération d'experts formés sur le tas? C'est une excellente question. Et les sources le suggèrent. On voit une professionnalisation à grande vitesse. Et un autre métier en est la preuve, le coach en IA. C'est pas tout à fait la même chose que les AI trainers. Ah d'accord. Quelle est la nuance? Le coach en IA, il est moins dans la technique pure. Il est plus dans la stratégie et la pédagogie. Il va pas forcément coder les algorithmes. Son rôle, c'est d'être le pont entre des équipes techniques et les équipes métiers. Le marketing, les ventes, les RH? Comme ChatGPT ou Midjourney. C'est un rôle de traducteur, de passeur entre deux mondes qui jusqu'ici parlaient pas la même langue. C'est le signe que l'IA n'est plus une affaire de R&D confinée dans un labo, mais qu'elle infuse toute l'entreprise. Et qu'en est-il des indépendants à ce niveau? Les sources parlent de freelance IA stratégique, des profils qui ne sont pas de simples exécutants. Exactement. Le marché s'arrache les experts qui ne se contentent pas d'utiliser les outils, mais qui les comprennent en profondeur. On parle ici de maîtriser des architectures complexes comme les RAG ou des frameworks comme LangChain. Attendez, RAG, ça mérite une petite explication. C'est pas un terme qu'on entend tous les jours? Bien sûr. Pour faire simple, un RAG ou Retrieval Augmented Generation, c'est ce qui permet à une IA de ne pas se contenter de sa mémoire interne. Avant de répondre, elle va chercher en temps réel des infos fraîches dans des documents spécifiques à une entreprise ou sur Internet. D'accord. C'est la différence entre un savant qui récite un vieux livre et un chercheur qui consulte la dernière publication scientifique. C'est exactement ça. C'est ce qui rend l'IA vraiment pertinente pour une entreprise. Et du coup, ça se monnaie très cher, j'imagine. Évidemment, sur des plateformes comme Malte, les taux journaliers pour des spécialistes de la donnée peuvent déjà atteindre 240 à 300 euros. Pour ces experts en traitement du langage naturel qui maîtrisent des architectures comme les RAG, on est bien au-delà. Ils vendent un avantage stratégique. C'est un monde d'experts qui semble presque idyllique. Mais pour que ces cerveaux puissent innover, il faut du carburant, des données. Et là, les sources nous montrent que l'extraction de ce carburant se fait dans des conditions radicalement différentes. C'est là qu'on rencontre les click workers.
C'est la face cachée de l'iceberg. Le terme click worker est souvent péjoratif. Il désigne ces travailleurs indépendants qui réalisent des micro-tâches en ligne. On les appelle parfois les prolétaires du numérique. Pourtant, leur travail est absolument crucial. Sans eux, pas d'IA. Ce sont eux qui catégorisent des images, qui apprennent à une voiture autonome à distinguer un piéton d'un panneau. Qui transcrivent des fichiers audio ou modèrent des contenus. Voilà. Et un point que les sources mettent vraiment en avant, c'est la valeur croissante d'une compétence qu'on pourrait croire banale, la maîtrise de plusieurs langues. Ah oui. Oui, la demande explose pour des annotateurs bilingues, par exemple français-anglais. Et c'est plus de la simple traduction, ça devient de l'ingénierie de la donnée linguistique. Les grands modèles d'IA sont souvent gavés de données en anglais. Pour qu'ils soient aussi pertinents en français, il faut des humains qui comprennent les nuances culturelles, l'ironie, les expressions. Cette compétence humaine est un trésor. Un trésor, hein, un travail crucial. On s'attendrait logiquement à une rémunération à la hauteur de l'enjeu. C'est le cas? Et c'est là que le bas blesse. C'est là qu'on touche au cœur de la dichotomie. La réalité du terrain est brutale. Les témoignages sur des forums comme Reddit sont sans appel. Un utilisateur, que je cite, écrit « Ils veulent que vous effectuez des tâches qui prennent 10 minutes pour environ 50 centimes. » 50 centimes. 50 centimes pour un travail qui est le fondement de cette industrie milliardaire. Une autre source parle de paiement ras les pâquerettes. C'est glaçant. Comment un tel système peut-il être pérenne? C'est toute la question. Le modèle de rémunération à la tâche crée une précarité immense. Pour ne rien arranger, les plateformes peuvent rejeter le travail sans justification claire et les tests de qualification pour accéder aux missions sont très rarement payés. C'est du temps de travail offert, en fait. Exactement. Mais alors, ce modèle n'est-il pas voué à disparaître? Si la qualité des données est si mauvaise parce que les gens sont mal payés, les entreprises qui s'appuient dessus ne vont-elles pas juste échouer? C'est exactement le tournant que plusieurs sources décrivent. Ce modèle de crowdsourcement de masse montre ses limites. D'abord, la qualité des données est trop inégale. Ensuite, il est inadapté aux tâches complexes qui demandent une vraie expertise métier, dans le médical ou le juridique. Et enfin, les questions sur la précarité de cette main-d'œuvre commencent à peser sur la réputation des entreprises. Donc des alternatives commencent à voir le jour. Oui, et c'est une tendance de fond. On voit émerger ce qu'on appelle le Managed Data Labeling. Une entreprise française comme People for AI en est un bon exemple. Elle prend le contre-pied total du modèle en recrutant plus de 90% de ses annotateurs en CDI. Ah oui, carrément. Et en des femmes dans des pays d'Afrique francophone. Cette précarité organisée est vraiment frappante. On a l'impression d'un système qui a un besoin vital du jugement humain, mais qui refuse de le valoriser. Et inévitablement, cette zone grise devient un terrain de chasse idéal pour les prédateurs. C'est ce que les sources décrivent avec l'arnaque à la tâche. Malheureusement, oui. Le site cybermalveillance.gouv.fr la détaille très bien, et le mécanisme est diabolique. Tout commence par une offre d'emploi très alléchante, reçue par SMS ou sur WhatsApp. Gagnez 200 € par jour de chez vous. Pour appâter la victime, les escrocs la payent réellement pour quelques tâches très simples. Liker une vidéo YouTube, C'est la phase de mise en confiance. On verse quelques euros pour pouvoir voler des milliers ensuite. précisément. Une fois la confiance établie, le système s'emballe. On propose à la victime d'accéder à des missions VIP bien plus lucratives. Mais pour ça, il faut investir son propre argent. La personne se retrouve piégée dans une spirale où, pour espérer récupérer une cagnotte virtuelle, elle doit payer encore et encore. La règle d'or est simple donc. Si un employeur demande de payer pour travailler, c'est une arnaque. Une escroquerie, absolument. Et là, on bascule carrément dans un épisode de Black Mirror. Les sources parlent de clonage de voix. Ça fait froid dans le dos. C'est plus de la science-fiction, hein. Non, c'est une menace très concrète et de plus en plus accessible. On parle de vishing, la contraction de voice et phishing. Des IA peuvent aujourd'hui cloner une voix de manière ultra réaliste à partir d'un échantillon audio de quelques secondes seulement. Quelques secondes, c'est terrifiant. N'importe quel message vocal sur une messagerie peut suffire. Exactement. Et les sources rapportent des témoignages inquiétants de comédiens de doublage sur Reddit. Ils racontent avoir passé de fausses auditions pour des projets d'IA, qui n'étaient qu'un prétexte pour collecter des échantillons vocaux de haute qualité, sans jamais embaucher ni payer personne. On parle d'une forme de vol de données biométriques, en fait. C'est notre voix qu'on nous dérobe. C'est tout à fait ça. Une fois qu'un escroc possède un clone de votre voix, il peut usurper votre identité de manière extrêmement convaincante. Imaginez recevoir un appel de détresse avec la voix de votre enfant, généré par une IA, qui vous demande de l'argent.
C'est une manipulation psychologique redoutable. C'est un tableau assez vertigineux. Entre les consultants surpayés, les arnaques vocales, il y a un monde. Alors, que retenir de tout ça, Eva? Comment on s'oriente dans cette jungle? La clé, et c'est le fil rouge de toutes les sources, c'est de viser le segment de l'expertise qualifiée. Il faut sortir de la masse des microtâches. Pour un pro des langes, par exemple, l'avenir, c'est plus la traduction mot à mot, mais la validation de données linguistiques pour l'IA. Les sources suggèrent même une feuille de route en 3 étapes. D'accord. Décomposons ça. Quelle est la première étape? D'abord, se familiariser. On peut voir les plateformes de microtâches non pas comme une carrière, mais comme un terrain d'entraînement. Ça permet de comprendre la logique, les types de tâches. C'est un peu l'école de base, mais faut pas s'y éterniser. Et ensuite, on monte en compétences. Exactement. La deuxième étape, c'est de maîtriser les outils professionnels. Il faut acquérir des compétences sur des logiciels d'annotation comme Labelbox ou Vicet Labs. Et la troisième étape, c'est de se spécialiser. Cherchez activement des postes qualifiés d'annotateurs bilingues, de linguistes computationnels. Le choix de la plateforme où on propose ces services est donc absolument déterminant. C'est le point de départ. Pour des missions d'expertise avec des tarifs élevés, il faut viser de plateformes comme Malt, Freework ou Upwork. Pour débuter, Appen ou Clickworker peuvent être une porte d'entrée, mais en gardant à l'esprit les faibles rémunérations. Et surtout, la règle numéro 1, faire preuve de diligence, vérifier la réputation d'une plateforme. Les sources sont remplies de retours négatifs sur certaines d'entre elles. On a donc fait le tour du spectre. Du consultant en IA qui façonne la stratégie des entreprises, au clickworker qui nourrit les algorithmes, en passant par les pièges à éviter pour ne pas se faire dérober son argent. Ou sa voix. C'est un écosystème complexe, plein de promesses et de périls. Pour finir, je crois que tout ça soulève une question de fond. On constate que la qualité des données, et donc le jugement humain, est le principal goulot d'étranglement pour développer une IA plus performante. Dans ce contexte, quel est le véritable coût à long terme d'un modèle économique qui repose sur la précarité et la dévalorisation de cette intelligence humaine dont il a si désespérément besoin?